Les banques centrales, en apparence, semblent vouloir lutter sérieusement, c'est ce qu'elles nous disent, contre l'inflation dont l'accélération ne cesse de surprendre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Et vous doutez, il faut lire les Échos du jour et votre, oui, bien sûr. comme tous les jours d'ailleurs, hein, oui. Votre billet d'humeur, votre édito. Vous doutez de leur détermination. Et vous, surtout Jérôme Powell, parce que c'est lui qui est le plus en avance sur les autres. Hein. Qu'est-ce qui vous fait douter de leur détermination? Il dit on lutte contre l'inflation, on y est, on s'en occupe. Oui, on a une inflation qui est à 8%, un peu plus aux États-Unis, un petit peu moins dans la zone euro, et on a des taux d'intérêt des deux côtés de l'Atlantique qui sont inférieurs à 1%. Des taux d'intérêt à moins de 1% alors qu'on a une inflation de 8%. Je pense que historiquement, quand les banques centrales disaient qu'elles s'occupaient de l'inflation, vous n'avez jamais eu ça. Vous avez eu ça dans d'autres périodes, à l'époque où les banques centrales faisaient plein d'autres activités, mais pas lutter contre l'inflation. Quand Paul Volcker... c'est la référence, voilà, Paul Volcker, Paul Volcker, Paul Volcker, président de la Fed. 1981, président de la Fed. Les prix montent aux États-Unis très vigoureusement parce qu'il y a eu un choc pétrolier, parce qu'il y a un enchaînement aussi prix-salaire. On a une inflation qui approche les 15% au milieu de l'année 1980. On n'en est pas encore là. Qui baisse un petit peu, mais bon, elle descend à 13%, etc. Et Volcker dit, on va s'en occuper maintenant. Il porte les taux d'intérêt à 19%. On a 6% de taux d'intérêt réel. Là, on est à moins 7%. Donc, non, je ne pense pas qu'on puisse dire que les banques centrales, pour l'instant, luttent sérieusement contre l'inflation. Donc, Jérôme Powell n'est pas le Paul Volcker des années 2020. Non, mais j'ai toujours pensé que Paul Volcker serait... Joe Powell serait un président extrêmement laxiste, et ce qu'il a fait depuis sa nomination ne m'a pas amené à infirmer mon jugement. La question, c'est pourquoi, dans ce cas-là, il y a ce hiatus entre le discours, je ne dis pas bravache, mais avec détermination, et en même temps, encore une fois, cette timidité dans les faits. Déjà, derrière, est-ce que l'inflation actuelle, c'est la même que cette inflation? En faisant le parallèle, on entend effectivement un choc inflationniste comme dans les années 70. Est-ce que c'est le même ou pas? Non, parce qu'on a une mécanique qui est très différente. Je parlais tout à l'heure de la mécanique entre les prix et les salaires. Il n'y a plus aujourd'hui. Il y a 40 ans, il y avait toute une série de mécanismes qui faisaient que quand les prix augmentaient, les salaires suivaient. Et donc le pouvoir d'achat était préservé. Et les pouvoirs d'achat étaient préservés, sauf que les entreprises, du coup, relevaient leurs prix. Et donc, ensuite, on réaugmentait les salaires par-dessus. Et ça faisait donc de l'hyperinflation? Non, ça faisait de l'inflation. Enfin, entre 10 et 20%, c'est beaucoup d'inflation. Oui, l'inflation, c'est un emballement, c'est pas de l'hyperinflation. Oui, l'inflation, c'est un emballement généralisé des prix et des salaires. Et c'est exactement ce qui se passait à ce moment-là. Pour l'instant, on a ce qu'on appelle vulgairement de l'inflation, c'est-à-dire des hausses de prix qui sont assez fortes. Pour l'instant, on n'a pas d'emballement généralisé des prix et des salaires. Aux États-Unis, on commence à voir des petits signes. Les derniers chiffres sur les salaires qui sont parus la semaine dernière montrent que les salaires commencent à accélérer de manière tout à fait sensible. Ce n'est pas encore le cas en Europe. Donc on a une mécanique qui est assez différente. Ça, c'est la première grosse différence. Et donc la deuxième différence qui découle de cette première, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, en particulier en Europe, ça ne vient que, ou pratiquement que des prix importés. Prix importés, on a deux catégories de prix importés qui ont augmenté de manière faramineuse, et il y en a un qui va continuer d'augmenter très fortement. Le premier, c'est le prix de l'énergie. Je rappelle que la Russie est le premier exportateur mondial de gaz et de pétrole. Voilà. Et ce n'est pas en relevant les taux d'intérêt et ça, qu'il y aura plus de gaz ou plus de pétrole. Sauf à casser complètement la demande, à provoquer une récession extrêmement brutale, bien plus brutale que celle qu'avait provoquée Joe Powell, parce que Paul Volcker, il y a 40 ans, l'inflation venait des prix importés, mais aussi des salaires. Là, elle ne vient que des prix importés. Donc il faudrait taper beaucoup plus fort pour arriver à casser l'emballement des prix en Europe et aux États-Unis. Donc on a une nature d'inflation qui est très très différente. L'autre prix qui augmente très fortement, pour l'instant, c'est les prix agricoles. Ukraine plus Russie, le tiers des exportations mondiales de blé. La Russie aussi, beaucoup d'exportations d'engrais divers et variés. Je trouve qu'on ne parle pas assez de ce sujet. Et les engrais qui vont manquer cette année, c'est des prix agricoles qui vont monter l'an prochain parce que les rendements mondiaux, pas ceux de la Russie et de l'Ukraine, mais les rendements agricoles mondiaux vont baisser de manière tout à fait substantielle. Donc on a
que des prix importés qui montent et qui vont continuer de rester très tendus pendant les mois et les années à venir. Ça nécessite une forme d'action qui est très différente de celle qui consiste à remonter les taux d'intérêt brutalement pour casser la demande. Vous n'arriverez pas à casser la demande pour la demande de pain dans le monde entier. Voilà, et c'est pour ça que relever les taux, quand on a des prix de l'énergie qui augmentent et des prix des matières premières qui augmentent, il faut le faire d'une telle violence que derrière, vous cassez tout, vous cassez la demande. Et puis en toile de fond, il y a autre chose qui pousse les banques centrales à hésiter, à y aller trop fort et à avoir la main un petit peu lourde. Et c'est une des grosses différences, Jean-Marc, avec les années 70-80, c'est le stock de dette. Oui. À l'époque, on a un stock de dette public, privé, qui est beaucoup, beaucoup plus bas que ce qu'on a aujourd'hui. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça change tout. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui avaient accumulé de la dette, c'était les pays émergents. Hein. Les pays émergents, en faisant valoir leurs perspectives de croissance, ils avaient attiré beaucoup d'investisseurs, ils avaient des dettes tout à fait importantes. C'était le seul acteur économique mondial, un tant soit peu, endetté. Et ce qui s'est passé au début des années 80 a été absolument catastrophique pour ces pays. Hein. Les États-Unis donc, ont rapatrié, en relevant les taux d'intérêt, ont fait revenir l'argent vers les États-Unis. Et donc un dollar un dollar qui s'apprécie, et des pays émergents qui se sont retrouvés sans argent, avec la nécessité de rembourser dans une monnaie qui s'était appréciée. Et donc ça a été, en Amérique latine par exemple, on a parlé de la décennie perdue. Hein. En 5 ans, de 1980 à 1985, le PIB par tête a baissé de 9% en Amérique latine. C'est absolument colossal. Et aujourd'hui, qui est endetté ? Il y a les pays émergents, même si les banques ont appris à faire un petit peu attention dans leurs prêts aux pays émergents depuis 40 ans. Mais il y a aussi les États, il y a aussi les ménages, là on a l'immobilier, on a aussi les entreprises, et puis on a aussi les marchés financiers eux-mêmes. Donc si on relève les taux d'intérêt brutalement dans cet univers-là, on risque d'avoir, premièrement, des problèmes de financement des États. Et aux États-Unis, le système, la Banque centrale peut imprimer de quoi fournir des billets à l'État, tout en relevant les taux d'intérêt. Ça, elle peut le faire. En Europe, c'est plus compliqué. On a des exigences, on a des règles de répartition des fonds de la BCE, de l'argent, de la création monétaire que peut éventuellement faire la Banque centrale européenne. Donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer. On a des risques de craquement. Et quand vous regardez les écarts de taux entre pays de la zone euro, on voit que ça commence à se tendre parce qu'on sent qu'on va... Rien de grave, mais ça se tend un petit peu. Mais ça se tend déjà, alors qu'on a des taux à court terme qui restent inférieurs à 1%. L'écart des taux à long terme commence déjà à se tendre parce que les marchés anticipent. Et donc, ça peut craquer assez vite. On a des dettes absolument colossales à financer, en particulier en Italie. Du côté des États, ça peut devenir très, très vite compliqué. Du côté des ménages, donc je parlais de l'immobilier. L'immobilier a explosé dans le monde entier depuis près de 40 ans. Dans la plupart des pays avancés du moins. Et tout ça, c'était parce qu'on avait des taux d'intérêt qui étaient tendanciellement à la baisse. Hein. Pendant 40 ans, les taux d'intérêt à long terme ont baissé. Quand vous regardez la courbe, il y a des petits hockey, mais la tendance est que... Et les prix immobiliers, on regarde, c'est symétrique. Voilà. Hein. Et les prix immobiliers, voilà. Et donc, si on a cette tendance très longue qui s'arrête des taux d'intérêt à long terme, qui remonte poussée par les taux à court terme, donc l'immobilier, là aussi, risque de craquer. Là aussi, on a des premiers signes. Hein. Quand vous interrogez les promoteurs, tout ça, on sent bien qu'ils sont beaucoup moins à l'aise qu'ils ne l'étaient il y a un an en pleine épidémie. Et c'est pour toutes ces raisons-là, avec tout cet endettement partout, logé partout dans l'économie, dans les marchés, que les banques centrales ne peuvent pas, encore une fois, aller trop loin. Et donc c'est pour ça, et c'est le titre de votre chronique, elles font semblant de lutter contre l'inflation. Et ma question, c'est au risque de perdre toute crédibilité. C'est bien l'enjeu. C'est ça l'enjeu. C'est tout à fait l'enjeu. La question, c'est savoir par quoi on remplace cette liquidité. On a eu un emballement pour le Bitcoin, on a eu un emballement pour l'immobilier en se disant si mes billets ne valent plus rien, ma maison ou la maison d'un autre que je possède, elle vaudra toujours quelque chose. On a eu aussi des emballements sur les matières premières, mais on voit bien qu'on a risque d'une crise totalement nouvelle parce qu'il n'y a pas d'alternative. Quand on a eu des doutes profonds sur la valeur d'une monnaie au cours des siècles écoulés, il y avait toujours une alternative. Ça pouvait être l'or, ça pouvait être l'argent, ça pouvait être une autre monnaie. Aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative et donc cette crise de confiance
par rapport aux monnaies qui pourrait être encore accentuée par le fait que les banques centrales vont relever les taux d'intérêt moins qu'il ne serait nécessaire pour endiguer vraiment l'inflation. Mais elles n'ont pas le choix en même temps. Elles n'ont pas le choix et on ne sait pas quelle pourrait être l'alternative. Et quelque part, elles sont prisonnières de leurs décisions passées. Ça en ouvre un autre débat qu'on pourrait faire sur pendant 3 heures. Elles sont prisonnières de leurs décisions passées, d'avoir été peut-être trop généreuses pendant trop longtemps, qui rend impossible. Mais à chaque fois, elles ont été très généreuses pour d'excellentes raisons. Et voilà. Si elles n'avaient pas été très généreuses pendant la crise financière de 2008, on aurait eu une situation financière absolument dramatique dans les années 30 de 2010. Si les banques centrales n'avaient pas été très généreuses pendant la crise Covid, on aurait également eu des conséquences économiques et financières toujours pour de bonnes raisons. Donc toujours pour de bonnes raisons. Et on voit que ces bonnes raisons nous amènent vers... En fait, en réalité... Ce n'est pas forcément la catastrophe demain, mais c'est, je pense, une terre complètement inconnue, avec des mécanismes qui sont très différents de ceux avec lesquels nous avons vécu depuis des décennies. Et qui ressembleront à ça, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Bon, mais entre-temps, vous réfléchissez, vous phosphorez, vous nous pourrez une chronique. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori pour Les Échos. Merci Jean-Marc. Salut. Merci David, au revoir.